Adolf Hitler a été extrêmement minutieux dans la construction visuelle et idéologique du régime national-socialiste. Sous sa direction, la croix gammée a été adoptée comme symbole central du mouvement, non seulement pour son impact visuel, mais aussi pour son lien avec les traditions anciennes qu'il cherchait à réinterpréter. Il a institué le salut à bras tendus comme forme officielle de salutation d'État, favorisant la discipline et la cohésion sociale. De plus, il a établi une iconographie précise comprenant des uniformes, des emblèmes, des bannières et des gestes, tous destinés à renforcer l'identité du nouvel ordre. Malgré leur rôle central dans le système de propagande de l'époque, nombre de ces créations sont aujourd'hui interdites dans plusieurs pays européens. L'Allemagne, l'Autriche, la France et la Pologne imposent des sanctions allant d'amende à plusieurs années de prison pour leur exposition, tandis qu'aux États-Unis, leur utilisation est protégée par la loi, bien que socialement désapprouvée. Quelles étaient ces créations conçues par le nazisme et aujourd'hui interdites par la loi? La croix gammée nazie. Le Parti national-socialiste a utilisé la croix gammée comme symbole visuel central dès ses débuts à Munich. Ce symbole apparaissait lors de ses réunions, sur ses drapeaux, ses brassards et ses documents, constituant un élément fondamental de son identité. Cette figure noire, tournée à angle droit sur fond blanc et cercle rouge, devint sa signature. Hitler lui-même en choisit les couleurs et la forme, souhaitant donner au parti son propre style. Au fil du temps, toutes les institutions officielles du régime l'ont utilisé comme symbole d'appartenance obligatoire. Écoles, casernes, tribunaux et administrations publiques l'ont accroché aux entrées, dans les salles de classe et sur les bureaux. Les lois du Reich stipulaient qu'elle était l'emblème de l'État allemand et devait être respectée en tant que telle. Sous le Troisième Reich, ne pas l'afficher lors d'événements ou de fonctions pouvait être considéré comme un acte de rébellion. Les groupes de jeunesse, les unités militaires et les associations civiles arboraient le symbole sur leurs uniformes et leurs bannières. Le culte de la croix gammée s'est développé dans le cadre des efforts d'unification idéologique du régime. Dans les manuels scolaires, les enfants coloriaient les drapeaux des partis dans le cadre de leurs devoirs. Des films de propagande les montraient flottant au vent à chaque rassemblement ou défilé organisé. À la fin de la guerre, les pays alliés ont interdit l'utilisation de ce symbole en territoire occupé. La législation allemande moderne interdit la croix gammée en tant que représentation d'idéologies extrémistes. Son affichage est passible d'amende ou d'emprisonnement, sauf dans le cadre de la recherche, de l'art ou de la commémoration historique. L'Autriche, la France, la Pologne, la Hongrie et d'autres pays la restreignent également par la loi dans leurs codes pénaux. L'interdiction s'applique aux t-shirts, drapeaux, pins, dessins et même aux publications en ligne. Les plateformes numériques ont supprimé les contenus affichant le symbole en dehors du cadre éducatif. En Allemagne, la police a fermé des magasins et des forums en ligne qui vendaient des articles arborant cette image. Même des tatouages visibles du symbole ont donné lieu à des sanctions dans des lieux publics ou sportifs. Dans certains procès, la simple exposition du symbole a été utilisée comme preuve de soutien au national-socialisme. Des organisations néo-nazies qui l'ont utilisé lors de rassemblements ou sur des tracts ont été dissoutes sur décision de justice. Aujourd'hui, ce motif est étudié comme un exemple d'appropriation symbolique par les régimes totalitaires. Musées et documentaires expliquent son histoire afin d'éviter sa banalisation ou son utilisation provocatrice. La croix gammée, dont les origines sont anciennes dans d'autres cultures, est restée à jamais marquée comme une image du nazisme. La tentative du régime de lui donner une nouvelle signification l'a transformée en un symbole mondial de haine et de persécution. Le salut nazi. Le régime national-socialiste imposa le salut du bras levé comme geste obligatoire de loyauté. Dès les premières années du parti, ce geste devint une forme de soumission publique à Hitler. Chaque fois que son nom était mentionné, les personnes présentes devaient tendre le bras droit, la main ouverte. Lors des réunions, des écoles, des usines ou des événements sportifs, la même posture était généralement répétée. Ne pas le faire pouvait être considéré comme un manque de respect envers le Führer, voire un signe de rejet du régime. Les lois nationales inscrivirent le salut comme partie intégrante du protocole officiel. Dans l'armée, son utilisation remplaça le salut traditionnel lors des cérémonies avec des symboles nazis.
Les groupes de jeunes, les fonctionnaires, les policiers et même le personnel médical utilisaient ce geste au quotidien. Des manuels de conduite expliquaient quand et comment l'exécuter correctement. Le salut était accompagné de la phrase « Heil Hitler », répétée plusieurs fois par jour à l'école et au travail. Même les jeunes enfants le pratiquaient en entrant en classe ou en chantant l'hymne du parti. La propagande nazie a enregistré et diffusé des images de foules levant les bras au passage des autorités. Lors des défilés, ce geste est devenu une chorégraphie de masse, symbole d'ordre et d'obéissance. Les films officiels ont présenté le salut comme un symbole d'unité nationale. Même les lettres de salutation se terminaient par des expressions telles que « Mit Deutschem Gruß » ou « Heil Hitler » par obligation bureaucratique. À la fin de la guerre, les pays qui occupaient l'Allemagne ont interdit l'utilisation du salut nazi. De nouvelles lois pénales l'ont qualifié de manifestation d'idéologies extrémistes. L'Allemagne punit son utilisation de sanctions financières et de peines de prison, sauf dans les cas éducatifs ou documentaires. L'Autriche et d'autres pays d'Europe centrale criminalisent également l'affichage public de ce geste. Au quotidien, lever le bras de cette manière peut entraîner une arrestation ou une enquête judiciaire. Certains procès ont inclus des vidéos ou des photos du salut comme preuve de propagande interdite. Lors de matchs de football ou de manifestations, des personnes ont été arrêtées pour l'avoir utilisé en public. Aujourd'hui, ce geste est directement associé à la dictature nazie et à ses crimes. Son utilisation n'est plus liée au respect ou à la tradition, mais à l'exaltation d'un régime criminel. Les plateformes numériques bloquent les contenus qu'il affiche sans justification académique. Les écoles et les musées le considèrent comme un élément de la machinerie symbolique du contrôle totalitaire. Ce qui était autrefois une routine quotidienne imposée par la peur ou la coutume représente désormais l'un des gestes les plus surveillés et les plus pénalisés du passé récent. Les runes SS. Le régime nazi adopta d'anciens symboles runiques germaniques et les utilisa comme symboles officiels. La Schutzstaffel, connue sous le nom de SS, adopta 2 S en forme d'éclair comme emblème principal. Ces figures, appelées runes SIG, étaient tirées de l'alphabet runique et adaptées à l'organisation. Elles apparaissaient sur les drapeaux, les uniformes, les bagues et les documents internes. Le double éclair ornait les casquettes des officiers et les façades des casernes. Le chef SS Heinrich Himmler ordonna l'utilisation de symboles anciens pour exprimer une image de tradition et de pouvoir. D'autres symboles runiques étaient également utilisés au sein du groupe, comme la rune Tiwaz sur les décorations ou la rune Odal sur les cimetières. Ces emblèmes se répandirent parmi les membres dans le cadre d'une esthétique ésotérique mêlant nationalisme, paganisme et culte de la lignée. Des manuels internes expliquaient leur origine, leur forme et leur application dans les rituels du corps. L'utilisation de ces runes n'était pas décorative. Elle représentait l'obéissance totale, le sang comme valeur suprême et le devoir avant la vie. Himmler croyait que ces symboles anciens conféraient une force spirituelle à son organisation. La SS fonctionnait comme un ordre fermé, avec ses propres symboles, serments et pratiques. Les runes apparaissaient également sur des plaques commémoratives, des sculptures et des éléments architecturaux construits par le régime. Dans les camps de concentration, les officiers portaient les insignes runiques, brodés ou gravés sur leurs vêtements. Après la guerre, les puissances alliées ont déclaré la SS groupe criminel. La loi allemande interdisait tout symbole lié à cette unité. L'utilisation des runes SIG et autres runes approuvées par les nazis était interdite par la loi. Leur affichage en public, sur des vêtements ou sur des affiches, peut entraîner des condamnations pénales. Des groupes néo-nazis ont utilisé des versions légèrement modifiées pour échapper aux sanctions. Cependant, les tribunaux ont statué que tout motif évoquant le symbolisme SS était interdit. Aujourd'hui, les tatouages représentant ces formes sont un motif d'expulsion des forces de police et de l'armée. Dans certains pays européens, leur présence suffit à ouvrir des enquêtes pour apologie nazie. Lors d'événements sportifs ou de manifestations, la police peut intervenir si elle détecte de tels symboles. Des boutiques en ligne ont été fermées pour avoir vendu des produits arborant des runes SIG ou des versions déguisées. Les plateformes numériques bloquent les comptes qui promeuvent ou affichent ces emblèmes. Des musées et des projets éducatifs expliquent comment l'esthétique nazie a utilisé des références païennes pour construire son discours.
Les runes SS ne sont plus considérées comme des vestiges historiques, mais comme des signes actifs de haine idéologique. La loi les considère comme des marques directes de l'appareil criminel qui a perpétré meurtres, déportations et persécutions sous le Troisième Reich. Ce qui n'était au départ qu'une appropriation symbolique est devenu l'un des objets les plus surveillés par les autorités européennes. Le Horst-Wessel-Lied. Le régime nazi adopta le Horst-Wessel-Lied comme hymne officiel dès les premières années du parti. Les paroles furent écrites par Horst Wessel, membre de la SA, peu avant sa mort lors d'un affrontement de rue. Il fut martyrisé par l'appareil de propagande et la chanson qui portait son nom devint un symbole de lutte. Goebbels en promouvait l'utilisation généralisée comme hymne lors des rassemblements politiques et des cérémonies du parti. La mélodie accompagnait les marches, les défilés et les événements publics où des représentants du Troisième Reich apparaissaient. À l'école, les enfants l'apprenaient comme un élément obligatoire de leur répertoire patriotique. Les radios d'État le diffusaient quotidiennement en même temps que l'hymne national. Chaque fois qu'il était chanté en public, il devait l'être avec le salut du bras tendu. Par respect pour le message du parti, il était interdit de parler, de bouger ou d'interrompre sa diffusion. Les rassemblements du parti se clôturaient par le Horst-Wessel-Lied, une manière de réaffirmer l'unité idéologique. Les troupes le chantaient avant les missions ou lors des funérailles. Les paroles faisaient directement référence aux ennemis internes, aux combats de rue et aux sacrifices personnels. Les paroles étaient répétées en insistant sur la loyauté et le combat contre les forces considérées comme traîtres par le régime. Après la chute du Troisième Reich, le chant fut interdit par les autorités d'occupation. La loi allemande actuelle érige en infraction pénale son interprétation si elle est utilisée pour diffuser les idées nationales-socialistes. Son chant en public, son enregistrement ou sa distribution sont interdits, sauf dans le cadre d'une analyse historique. Lors de procès récents, des personnes ont été condamnées pour avoir diffusé des extraits lors de manifestations extrémistes. Les plateformes numériques bloquent les contenus diffusés à des fins autres que documentaires ou éducatives. Lors d'événements sportifs, de festivals ou de manifestations, son chant a conduit à des expulsions ou des arrestations. En Autriche, en Suisse et dans d'autres pays européens, sa diffusion est réglementée de la même manière. Des versions modifiées peuvent également être sanctionnées si le contenu continue de faire appel à l'idéologie d'origine. Des groupes néo-nazis ont tenté de le ressusciter comme cri de ralliement, ce qui a donné lieu à des interventions judiciaires. Les forces de l'ordre peuvent interdire sa diffusion, même sans mandat préalable, si elle est interprétée comme une glorification du nazisme. Aujourd'hui, le Horst-Wessel-Lied est l'un des exemples les plus frappants de l'utilisation de la musique comme outil d'endoctrinement. Sa signification symbolique demeure une représentation directe de l'appareil de propagande nazi. Ce chant, qui résonnait autrefois aux quatre coins du Reich, est aujourd'hui surveillé dans le cadre des mécanismes de contrôle idéologique du passé. Son interdiction est non seulement légale, mais aussi inscrite dans la mémoire d'un régime qui a utilisé la musique comme arme politique. La SS. À l'origine, la SS était un petit groupe chargé d'escorter Hitler. En 1925, elle ne comptait qu'un petit nombre de membres. Heinrich Himmler en prit la direction en 1929 et transforma l'unité en une structure autonome exerçant un contrôle total. Son objectif principal était d'assurer la domination du parti et d'exécuter ses plans de répression. Elle était divisée en 3 branches. L'Allgemeine SS s'occupait des fonctions politiques et administratives. La Waffen-SS agissait comme force militaire parallèle et les Totenkopfverbände géraient les centres de détention et d'extermination. Les candidats étaient sélectionnés sur la base de critères raciaux et de leur loyauté inconditionnelle au parti. Himmler exigeait des preuves matérielles, des analyses généalogiques et des serments personnels adressés à Hitler. Le groupe opérait en dehors du système judiciaire ordinaire. Sa structure hiérarchique ne rendait compte qu'à ses commandants supérieurs, sans intervention extérieure. Pendant la guerre, elle fut déployée sur de multiples fronts. Dans les zones occupées comme la France, la Pologne, l'Ukraine et la Yougoslavie, la Waffen-SS procéda à des exécutions massives de civils. Ces unités ne se contentaient pas de combattre, elles menaient également des opérations d'élimination planifiées. La SS dirigeait l'appareil central de l'Holocauste. Du transport ferroviaire à l'exploitation des chambres à gaz, chaque aspect du processus était organisé sous son contrôle.
Elle exerçait un contrôle opérationnel sur des sites tels qu'Auschwitz, Treblinka, Sobibor et Majdanek. De plus, elle contrôlait l'Ahnenerbe, une entité qui menait des recherches idéologiques sous une apparence académique. Ses activités comprenaient des projets raciaux, des missions archéologiques et des expériences sur des prisonniers. Cette section alimentait la justification pseudo-scientifique du programme d'extermination nazi. Après l'effondrement du régime, de nombreux commandants furent arrêtés. Nombre d'entre eux comparurent au procès de Nuremberg pour crimes contre l'humanité, actes de génocide et violations du droit international. La SS fut déclarée organisation criminelle. Ses emblèmes, slogans et œuvres d'art sont légalement interdits en Allemagne. Des milliers de membres réussiront à s'échapper. Certains recoururent à des voies clandestines comme le réseau Odessa. D'autres comptèrent sur le soutien d'organisations étrangères ou adoptèrent de fausses identités pour échapper aux poursuites. Nombre d'entre eux restèrent cachés pendant des années sans être inculpés. La documentation de leurs opérations est toujours en cours d'analyse. Les archives révèlent un système planifié, documenté en détail, qui articulait décisions, assassinats et mécanismes de répression selon une séquence bureaucratique. Chaque action était enregistrée et surveillée. Aujourd'hui, la SS représente le paradigme le plus extrême de la subordination totale au pouvoir politique. Ses vestiges symboliques sont bannis de tout espace public. Ses acronymes, son matériel visuel et ses références sont illégaux, même sur les plateformes numériques ou dans les produits de divertissement. Les jeunesses hitlériennes en tant qu'organisation. Le groupe fut créé comme un élément clé du système nazi. Il ne s'agissait pas seulement d'une école politique parallèle, mais d'un moyen obligatoire de former tous les mineurs du Reich. Le commandement central établissait le programme, les objectifs et le contrôle idéologique depuis Berlin. L'effectif était divisé par âge et par sexe. Les enfants âgés de 10 à 14 ans appartenaient au Jungvolk. De là, ils rejoignaient les jeunesses hitlériennes jusqu'à l'âge de 18 ans. Les filles faisaient partie de la Ligue des jeunes filles allemandes. Chaque groupe avait des règles, des rangs et des tâches distinctes, toujours sous une hiérarchie verticale. Les instructeurs étaient des jeunes plus âgés, formés dans des camps spéciaux. Ils recevaient une formation politique, physique et militaire. Ils étaient chargés de la mise en œuvre des exercices, de l'enseignement de la doctrine et des exercices en plein air. Tout tournait autour de l'obéissance, du sacrifice et de la loyauté envers le chef de l'État. Le contenu de l'enseignement combinait histoire nationale, chants, défilés, combats au corps à corps et propagande raciale. Dès leur plus jeune âge, les enfants répétaient des slogans sur la race, le destin du peuple et l'ennemi intérieur. Le dimanche, des marches étaient organisées. Les après-midi étaient consacrés à l'entraînement au combat, à la lecture de discours et à l'entraînement à la résistance. Les parents étaient tenus d'inscrire leurs enfants. Tout refus pouvait entraîner des sanctions juridiques ou la perte de leur emploi. Les écoles fonctionnaient en parallèle, mais les programmes de cours étaient influencés par le même appareil idéologique. Au fil du temps, le programme devint plus strict. En 1939, la présence était pratiquement obligatoire. Les jeunes recevaient des armes en bois pour s'entraîner. On leur apprenait à reconnaître les chars et les avions et à former des escouades. Les jours fériés nationaux étaient marqués par des défilés organisés par l'organisation. Dans de nombreuses villes, les jeunesses hitlériennes occupaient des places entières avec tambours, drapeaux et uniformes. L'image était celle d'une masse disciplinée et forte, soumise à l'idéal collectif. Après 18 ans, beaucoup étaient envoyés directement au front ou dans les SS. L'organisation servait de terrain d'entraînement pour les soldats, les fonctionnaires et les membres du parti. L'endoctrinement ne s'arrêtait pas à la sortie de l'école, il se poursuivait dans le monde adulte. Après 1945, les jeunesses hitlériennes furent dissoutes par les puissances occupantes. Leur structure fut démantelée. Les livres, insignes et manuels ont été interdits. Les anciens instructeurs ont fait l'objet d'enquêtes. Aujourd'hui, la création d'une organisation similaire en Allemagne est punie par la loi. Utiliser ces symboles ou imiter ces méthodes en public peut être considéré comme une apologie du régime. La législation actuelle interdit toute expression associée à l'organisation, qu'elle soit visuelle ou verbale, dans l'espace public, sur les réseaux sociaux ou lors d'événements politiques. L'uniforme des jeunesses hitlériennes.
Le régime nazi a fait du vêtement un outil de formation idéologique. Les jeunes membres des jeunesses hitlériennes portaient un modèle d'uniforme composé d'une chemise beige, d'un short foncé, d'une ceinture croisée, d'un foulard noir noué et d'un brassard à croix gammée. Cette tenue était utilisée lors d'événements, de séances d'entraînement et de devoirs scolaires, dans le cadre d'un système renforçant la discipline visuelle et l'appartenance collective. Chaque pièce de l'uniforme suivait des instructions détaillées. Des manuels indiquaient la bonne façon de le porter: col boutonné, brassard aligné, bottes propres et posture surveillée. L'inspection de l'apparence était de la responsabilité des superviseurs adultes ou des chefs de groupe internes. La tenue ne se contentait pas de différencier les hiérarchies, elle marquait également chaque mineur comme un membre actif du système du parti. Les images officielles montraient des membres portant cette tenue lors d'exercices en plein air ou de missions patriotiques. La propagande exaltait la présentation ordonnée des jeunes comme un reflet de l'unité nationale. Les insignes étaient remis lors de cérémonies officielles, renforçant ainsi le lien entre la famille, la jeunesse et le parti. Durant les derniers mois du conflit, de nombreux adolescents envoyés au front portaient encore l'uniforme de leur formation initiale. Certains furent arrêtés portant ces vêtements sans avoir reçu de formation militaire officielle. Cette tenue fut associée à l'imposition idéologique et à l'utilisation de mineurs à des fins étatiques. Après la capitulation allemande, les autorités d'occupation ordonnèrent le retrait de tous les symboles liés au parti. La loi allemande actuelle interdit l'exhibition publique de cet uniforme en raison de son caractère représentatif de l'endoctrinement national-socialiste. Son utilisation en dehors du cadre éducatif peut constituer un délit d'incitation idéologique. Les pièces originales conservées dans les archives ou les musées nécessitent une preuve documentaire. Actuellement, l'uniforme est considéré comme un objet de surveillance prioritaire. Certaines plateformes commerciales ont été sanctionnées pour avoir distribué des répliques sans autorisation légale. Des versions similaires utilisées lors d'événements privés ont donné lieu à des interventions policières. Ce vêtement, autrefois partie intégrante du quotidien de millions de mineurs, est aujourd'hui analysé comme un outil essentiel du contrôle symbolique du Troisième Reich. La Gestapo. La Gestapo était à l'origine un bureau de contrôle de l'État. Elle fut créée en 1933 en Prusse, sous la direction d'Hermann Göring. Peu après, Heinrich Himmler en prit le commandement et la fusionna avec les autres agences de sécurité. Dès le départ, sa mission était claire: localiser, surveiller et éliminer toute menace pour le régime. Sa cible n'était pas seulement les opposants politiques. Elle poursuivait également les juifs, les communistes, les critiques religieux, les roms, les homosexuels et quiconque enfreignait les règles de l'État. Aucun mandat n'était requis pour les arrestations. Les agents agissaient sans restriction légale. N'importe qui pouvait être détenu, interrogé ou envoyé dans un camp de concentration sans passer par un tribunal ordinaire. La Gestapo travaillait avec un vaste réseau d'informateurs civils. Voisins, collègues, voire membres de la famille pouvaient dénoncer d'autres personnes. Aucune preuve solide n'était requise. Une accusation suffisait à activer l'appareil répressif. L'organisation opérait depuis des quartiers généraux locaux dans chaque région. Là, les suspects étaient interrogés, torturés et fichés. Les dossiers regorgeaient de détails sur la vie quotidienne, les croyances personnelles et les relations sociales. La Gestapo était directement liée à l'appareil d'extermination. Elle participa aux déportations de Juifs, organisa des rafles massives et contribua à la surveillance des camps. Elle dressa également des listes de personnes à arrêter préventivement. Pendant la guerre, elle étendit son pouvoir dans les territoires occupés. En France, aux Pays-Bas, en Pologne et en Norvège, la Gestapo agissait comme la plus haute autorité de sécurité. Elle ordonnait les exécutions, sélectionnait les otages et supervisait les prisons spéciales du régime. Après 1945, ces dossiers furent utilisés lors des procès de Nuremberg. Les preuves recueillies expliquaient le fonctionnement de chaque bureau, les techniques employées et le nombre d'affaires traitées. Nombre de ces anciens dirigeants furent capturés et jugés pour crimes de guerre. D'autres réussirent à s'évader sous de faux noms ou avec le soutien de réseaux clandestins. Certains reprirent des fonctions publiques après la guerre. Aujourd'hui, la Gestapo est officiellement considérée comme une organisation criminelle. En Allemagne, toute référence positive à elle, reproduction de ses symboles ou promotion de son image est interdite par la loi.
Les documents subsistants sont conservés à titre de preuves historiques. Ils ne peuvent être utilisés à des fins politiques ni exposés sans contexte pédagogique. Leur existence témoigne de la portée totalitaire du régime. L'Ahnenerbe. L'Ahnenerbe était une organisation fondée par Heinrich Himmler en 1935. Son objectif était de recueillir des preuves pour étayer les idées sur la supériorité de la Germanie antique. Se présentant comme un institut dédié aux études archéologiques, historiques et anthropologiques, elle servait de couverture pour justifier l'idéologie du régime nazi. Cette organisation envoya des équipes dans différentes régions du monde. Elles visitèrent le Tibet, l'Islande, la France et même la Syrie. Himmler souhaitait prouver que les peuples germaniques avaient été les fondateurs des grandes civilisations. Ces chercheurs tentèrent de trouver des traces d'une race aryenne originelle dans les monuments, les symboles et les vestiges antiques. L'Ahnenerbe était composée de dizaines de départements. Certains se concentraient sur l'analyse des crânes et des mensurations corporelles, d'autres sur l'étude des runes ou de la mythologie nordique. Dans bien des cas, les méthodes employées ne respectaient aucune norme scientifique. Elles étaient guidées par des croyances mystiques, des interprétations forcées ou des théories non prouvées. Parmi leurs activités, ils organisèrent également des conférences et des expositions dans toute l'Allemagne. Ils voulaient faire croire aux glorieuses racines du peuple germanique. Ils utilisèrent ces découvertes à des fins de propagande pour renforcer la fierté nationale et légitimer l'expansion territoriale. L'un des cas les plus controversés fut le projet visant à prouver que les Germains descendaient directement des Atlantes. À cette fin, les équipes de l'Ahnenerbe se rendirent dans des régions reculées à la recherche de ruines ou de vestiges culturels corroborant cette idée. Peu importait que les résultats soient faux ou forcés, pourvu qu'ils servent le discours du parti. L'Ahnenerbe collabora également à des expériences médicales menées dans les camps de concentration. Plusieurs de ses membres assistèrent au procès de prisonniers, mesurant leur réaction au froid ou à la douleur sans aucune intention thérapeutique. Plusieurs de ces chercheurs furent jugés après la fin du conflit. À la fin de la guerre, l'Ahnenerbe fut pointée du doigt comme une institution mêlant pseudosciences et appareils répressifs. Plus d'une centaine de personnes furent identifiées comme ayant collaboré directement avec l'organisation. Nombre d'entre elles furent arrêtées, mais d'autres réussirent à se cacher ou à réintégrer des institutions universitaires sans subir de conséquences. Des documents découverts après la chute du Troisième Reich ont révélé des rapports, des photos et des comptes rendus de leur mission. Ces archives ont montré que nombre de leurs conclusions avaient été fabriquées ou manipulées. Il a été prouvé que le prétendu fondement scientifique qu'elles avançaient était en réalité un soutien idéologique. Bien que l'Ahnenerbe ait été officiellement dissoute en 1945, son héritage a contaminé des secteurs de l'histoire, de l'archéologie et de l'anthropologie pendant des années. Certaines de ces publications ont continué à circuler dans certains cercles, cherchant à justifier des discours racistes sous couvert d'études universitaires. Le nom d'Ahnenerbe signifie « héritage des ancêtres ». Cette idée résume sa mission. Trouver dans le passé lointain une excuse aux décisions politiques du présent. Il ne s'agissait pas d'une institution scientifique, mais d'un outil du parti nazi pour habiller les idées de suprématie d'un costume académique. Mein Kampf. Le livre Mein Kampf, écrit par Adolf Hitler en 1924, devint le fondement idéologique du national-socialisme. Il le rédigea alors qu'il était emprisonné à la prison de Landsberg, après l'échec de sa tentative de coup d'État à Munich. L'ouvrage associait éléments autobiographiques et approches politiques. Dans ces pages, Hitler y expliquait sa vision du monde, son mépris du marxisme, sa haine des Juifs et son projet de transformation de l'Allemagne. Il détaillait également sa stratégie pour accéder au pouvoir par la voie légale. Le texte défendait l'idée d'une lutte constante entre les races. Il considérait que l'histoire était marquée par le conflit entre les peuples supérieurs et ceux considérés comme inférieurs. Selon lui, la race aryenne était la plus précieuse et devait être préservée pour assurer l'avenir du pays. Dans ces chapitres, Hitler évoquait également la nécessité de garantir un espace vital aux Allemands. Il utilisait le terme « Lebensraum » pour justifier l'expansion vers l'Est. Il soulignait que l'Allemagne devait conquérir des territoires en Europe de l'Est pour se développer.
Le livre accusait les Juifs d'être responsables du déclin de l'Allemagne. On les accusait de la défaite de la Première Guerre mondiale, de l'effondrement économique et de la corruption politique. Cette rhétorique joua un rôle clé dans l'élaboration de lois discriminatoires et les préparatifs d'extermination. Mein Kampf fut publié pour la première fois en 1925. Au début, il eut peu d'impact. Mais après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, sa lecture devint obligatoire. Il était distribué dans les écoles, les administrations et les casernes. On le donnait même aux couples lors de leur mariage. Sous le régime nazi, plus de 12 millions d'exemplaires furent imprimés. Le livre devint un outil d'endoctrinement. Ses phrases furent reprises dans des discours, des fresques murales et des programmes éducatifs. Bien que beaucoup ne le lurent pas dans son intégralité, son message devint monnaie courante. Après la chute du Troisième Reich, les autorités alliées en interdirent la diffusion. En Allemagne, sa publication fut interdite pendant des décennies. Sa publication, accompagnée de notes critiques, ne fut autorisée qu'en 2016, afin d'empêcher son utilisation à des fins de propagande. Le livre servit de preuve au procès de Nuremberg. On l'a présenté comme la preuve qu'Hitler avait déjà esquissé ses plans des années avant de les mettre à exécution. Les accusations ont démontré que les idées contenues dans Mein Kampf n'étaient pas de simples opinions, mais un projet mené étape par étape. Aujourd'hui, le contenu de Mein Kampf est interdit dans de nombreux pays. Sa libre lecture reste sujette à débat. Certains plaident pour qu'il soit tenu hors de portée du public, tandis que d'autres estiment qu'il peut servir à étudier la construction des idéologies totalitaires. L'histoire du livre montre comment un texte empreint de haine s'est transformé en outil de destruction. De sa rédaction dans une cellule de prison à sa diffusion massive dans les écoles et les bureaux du Troisième Reich, Mein Kampf était plus qu'un livre, c'était une arme politique. Le Volksempfänger, la radio populaire nazie. En 1933, peu après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Joseph Goebbels annonça que le nouveau régime devait atteindre chaque foyer allemand grâce à un appareil simple et accessible, le récepteur populaire. Le projet fut confié à Otto Griessing, ingénieur chez Telefunken avec une commande directe. Fabriquer un appareil facile à produire, peu coûteux et conçu exclusivement pour la réception des stations allemandes. Le modèle qui en résulta, le VE301, fut présenté la même année au Salon de la radiodiffusion de Berlin. Il était doté d'un boîtier en bakélite, d'un bouton de réglage et d'un haut-parleur. Il ne comportait ni réglage du volume ni bouton de mise en marche. L'appareil commençait à fonctionner dès qu'il était branché. Son antenne était très faible, ce qui rendait difficile l'écoute des stations étrangères. Son prix était également serré. Le VE301 coûtait 35 marks, soit la moitié du prix des autres appareils. Malgré cela, de nombreuses familles ne pouvaient pas se permettre de payer cette somme en une seule fois. Des plans de financement avec des versements hebdomadaires furent donc mis en place. Goebbels lança des campagnes de propagande pour encourager l'achat de ces appareils. L'État installa des récepteurs collectifs dans les usines, les bureaux, les écoles et même les terres agricoles. Il était courant que les discours du Führer soient rendus obligatoires et quiconque éteignait l'appareil pendant une émission importante pouvait être poursuivi. La conception technique avait également une finalité politique. Contrairement à d'autres récepteurs, le Volksempfänger ne captait pas facilement les ondes courtes ou les signaux étrangers puissants. Cela limitait l'accès à l'information internationale et renforçait le contrôle du régime sur ce que la population entendait. L'appareil devint ainsi un outil de surveillance passive. En 1940, près de 70% des foyers allemands en possédaient un. Plusieurs modèles furent fabriqués, comme le VE301, le VE401, et même une version portable pour les soldats au front. Les usines qui les produisaient s'adaptèrent à l'effort de guerre et continuèrent à fonctionner jusqu'aux dernières années du conflit. Après la défaite de l'Allemagne, les forces alliées réquisitionnèrent ou détruisirent des milliers de ces récepteurs. Nombre d'entre eux furent démontés ou transformés pour recevoir des stations de radio gratuites. Cependant, certains modèles ont survécu et se trouvent aujourd'hui dans des musées ou des collections privées comme symbole du contrôle de la propagande du Troisième Reich. La presse antisémite du Reich. Dans le cadre de la propagande du Troisième Reich, la presse était un outil soigneusement conçu pour amplifier l'idéologie antisémite du régime.
Dès les premières années de l'ascension nazie, chaque mot imprimé était contrôlé, garantissant que tous les médias contribuaient à alimenter le discours de l'ennemi intérieur. La cible principale, la communauté juive. L'un des instruments les plus agressifs était l'hebdomadaire Der Stürmer, dirigé par Julius Streicher. Ce média ne suivait aucun code journalistique et ne conservait aucune apparence de neutralité. Son langage était cru, explicite et explicitement provocateur. Il comportait des caricatures grotesques, des histoires inventées et des accusations sans fondement, le tout dans le but de déshumaniser les Juifs et de les présenter comme une menace constante. Mais Der Stürmer n'agissait pas seul. Le reste de la presse, sous le contrôle du ministère de la propagande dirigé par Joseph Goebbels, reproduisait les récits nécessaires au maintien du récit officiel. Les rédacteurs en chef recevaient des instructions sur la manière de formuler les titres, les mots à utiliser, les personnes à interviewer et les événements à mettre en avant. La presse devint le porte-parole du parti et non un observateur de la réalité. Des articles promouvaient des théories du complot sur de prétendus projets de domination mondiale, associaient des crimes de droit commun à des juifs sans preuve et laissaient libre cours à des arguments pseudo-scientifiques pour justifier la ségrégation. Cette manipulation systématique ne cherchait pas à informer, mais plutôt à transformer la perception collective. La diffusion était massive. Des présentoirs publics avec des exemplaires accessibles à tous étaient installés dans les écoles, sur les places et dans les administrations. La lecture de ces contenus était encouragée comme un devoir patriotique. Ceux qui exprimaient leur scepticisme étaient qualifiés de complices de l'ennemi. Après la chute du régime, de nombreux procès ont démontré l'utilisation de la presse comme arme. Julius Streicher fut poursuivi à Nuremberg pour crimes contre l'humanité en raison de son travail éditorial et non pour des actions militaires. Sa condamnation créa un précédent quant à l'impact des mots transformés en doctrine. Aujourd'hui, des exemplaires de ces médias font partie des archives judiciaires, des musées commémoratifs et des centres de recherche. Non pas comme des morceaux de l'histoire de l'édition, mais comme un témoignage de la portée que peut prendre l'écrit lorsqu'il est animé par la haine et transformé en politique d'État. Les films de propagande de Goebbels. Le système cinématographique du Troisième Reich fut conçu dans un but plus vaste que le simple divertissement. Sous le commandement direct de Joseph Goebbels, le cinéma devint un outil stratégique du régime pour façonner la perception du public, renforcer l'idéologie nationale-socialiste et consolider un récit imposé par l'image. Goebbels, à la tête du ministère de la propagande, comprenait parfaitement le pouvoir du langage visuel. Il savait qu'une image, une mélodie ou une phrase pouvait surpasser l'impact de n'importe quel discours écrit. C'est pourquoi il examinait personnellement chaque scénario, chaque montage et chaque message projeté à l'écran. Son bureau approuvait non seulement les films, mais intervenait également sur des documentaires, des actualités et des courts-métrages scolaires. Parmi les productions les plus emblématiques figure Le Triomphe de la volonté, réalisé par Leni Riefenstahl. Cette production, construite avec un cadrage précis et des décors théâtraux, ne reproduisait pas les faits, mais plutôt une chorégraphie de domination politique. Le congrès du parti de Nuremberg apparaissait comme un événement ritualisé, destiné à exalter Hitler comme une figure transcendante. Chaque détail était coordonné, les caméras, les défilés, l'éclairage, le son. D'autres productions adoptaient une approche plus directe, comme Le Juif éternel, qui utilisait des images choisies pour susciter le mépris envers la communauté juive, renforçant les stéréotypes et la présentant comme une menace interne. Le montage était conçu pour susciter des émotions sans intention explicative. Il ne s'agissait pas d'un reportage, mais d'un outil de programmation idéologique. Chaque segment du public recevait un contenu adapté à son rôle social. Pour les jeunes, des histoires célébrant le dévouement et la discipline. Pour les femmes, des récits exaltant le modèle de la mère nationale. Pour les combattants, des complots d'honneur, de loyauté et de victoire. Le message était adapté au rôle assigné au sein du régime. Ces productions étaient projetées dans les cinémas, les écoles, les usines et lors des réunions du parti. La présence aux actualités faisait partie intégrante du comportement. Avant chaque projection commerciale, les actualités cinématographiques présentaient des reportages du front, toujours conçus pour renforcer une image de domination, même en période de repli. Après la fin du conflit,
Nombre de ces documents furent interdits pour leur contenu propagandiste. Ces œuvres furent archivées comme preuves documentaires. Certains cinéastes furent poursuivis en justice. Goebbels évita de comparaître devant les tribunaux. Il mourut avec sa famille durant les derniers jours du régime. Malgré cela, ses actions démontrèrent clairement comment le cinéma pouvait être façonné pour remplir des fonctions politiques, loin de tout récit artistique ou narratif. Utilisation actuelle des symboles nazis sur Internet et dans les jeux vidéo. Dans l'environnement numérique, les emblèmes liés au régime nazi persistent sous des formes fragmentées, cachées ou réinterprétées. Malgré les restrictions légales en vigueur dans de nombreux pays, les symboles associés au Troisième Reich n'ont pas disparu du monde virtuel. Ils continuent de circuler sur les forums, les réseaux sociaux, les serveurs de jeux et les fichiers partagés, dans des formats difficiles à retracer. Sur les plateformes multijoueurs, comme les modes de jeux vidéo de guerre ou les titres se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, des drapeaux, des uniformes, des emblèmes SS ou des phrases tirées des discours d'Hitler apparaissent. Leur présence est souvent justifiée par une reconstitution historique, mais ils sont également utilisés par des groupes cherchant à raviver cette imagerie à d'autres fins. Certains avatars, noms d'utilisateurs ou designs personnalisés, intègrent discrètement des éléments tels que des croix gammées, des runes ou des saluts nazis, camouflés dans des codes visuels reconnaissables uniquement par certains publics. Le dark web et les communautés fermées fonctionnent comme des espaces de préservation et de diffusion. Documents, enregistrements, brochures, livres numérisés et supports audiovisuels produits par le régime y sont stockés, sans filtre ni contexte. Certains sites tentent de les présenter comme des archives historiques, d'autres les glorifient ouvertement. Sur les réseaux sociaux, des stratégies sont employées pour contourner les algorithmes de modération. Les lettres sont remplacées par des symboles, les images sont inversées ou des mèmes sont utilisés pour faire des références voilées. Le langage est adapté pour éviter la censure. Au lieu des noms complets, on utilise des initiales ou des langages codés partagés par les membres de certaines communautés numériques. Les jeux vidéo représentent une zone ambiguë. En Allemagne, pendant des années, l'affichage de symboles nazis était interdit, même dans les jeux historiques. Cependant, cette réglementation a été assouplie à partir de 2018 sur la base de critères pédagogiques et contextuels. Aujourd'hui, certaines productions peuvent inclure des éléments du régime nazi si elles s'inscrivent clairement dans un récit antifasciste. Mais cette permissivité ouvre également la porte à des abus. Des scènes tirées de jeux sont réutilisées en ligne à des fins sans rapport avec l'histoire. Les plateformes comme YouTube et TikTok peinent également à réguler la circulation de ces contenus. Malgré des politiques strictes, les utilisateurs recourent à des techniques de montage et de publication qui rendent leur détection difficile. Certains extraits de discours de Goebbels ou de marches nazies apparaissent accompagnés d'effets ironiques ou de musique moderne, ce qui rend leur classification comme propagande directe difficile. La législation varie selon les juridictions. Si l'utilisation et la diffusion de symboles nazis sont strictement interdites en Allemagne, en Autriche et en France, il n'existe aucune réglementation spécifique dans les autres pays. Cette disparité juridique permet l'hébergement de fichiers sur des serveurs étrangers et leur accès depuis n'importe où. Malgré les efforts déployés pour limiter sa diffusion, le symbolisme nazi continue de s'adapter aux canaux numériques. Il n'a plus besoin de monuments ni de défilés. Un pseudonyme, un fichier partagé ou un jeu modifié suffit à le faire ressurgir. Cette persistance montre que la lutte contre ces idées ne se limite pas à effacer les emblèmes, mais plutôt à comprendre les espaces où ils tentent de réapparaître. DLL, loi de Nuremberg. En septembre 1935, lors du congrès annuel du Parti national-socialiste à Nuremberg, le régime nazi annonça un ensemble de réglementations qui reconfiguraient juridiquement la structure raciale de l'État allemand. Connues sous le nom de loi de Nuremberg, elles établirent le fondement juridique de l'exclusion systématique des Juifs de la citoyenneté et de la vie publique du Reich. La première de ces dispositions était la loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand. Elle interdisait les mariages et les relations sexuelles entre personnes considérées comme de sang allemand ou apparenté et celles classées comme juives. Elle interdisait également aux Juifs d'employer des travailleurs allemands de moins de 45 ans chez eux, invoquant une prétendue nécessité de préserver la pureté raciale.
La deuxième loi fondamentale était la Loi sur la citoyenneté du Reich, qui redéfinissait l'appartenance légale à la nation. Selon cette législation, seules les personnes de sang allemand ou apparentés pouvaient être considérées comme des citoyens à part entière. Les Juifs étaient donc relégués au statut de sujet de l'État, privés de droits civils fondamentaux. Ces deux lois furent complétées par une série de décrets de clarification publiés dans les mois suivants. Ces textes précisaient comment chaque individu devait être classé selon son ascendance. En fonction du nombre de grands-parents juifs, une distinction était établie entre juifs purs, métis au premier degré et métis au second degré. Cette catégorisation permettait de définir précisément qui devait être discriminé, exclu ou surveillé. Les conséquences furent immédiates. Des milliers de personnes perdirent leur emploi dans l'administration publique, le secteur de l'éducation et le système de santé. Des médecins et des avocats juifs furent déchus de leur licence. Des entreprises furent fermées, des contrats annulés et l'accès aux universités et aux espaces publics restreint. Tout cela fut obtenu non pas par la violence directe, mais par des dispositions légales parfaitement formulées. Ces lois ne sont pas nées de nulle part. Elles étaient le fruit d'années de propagande et d'exclusion sociale systématique. De plus, le régime les présenta comme un moyen de normaliser la situation juridique, légitimant ainsi les discriminations déjà en cours. Ce qui n'était auparavant que violence de rue ou pression sociale avait désormais force de loi. À l'échelle internationale, la réaction fut modérée. Certains gouvernements ont critiqué ces dispositions, mais aucune sanction ni mesure diplomatique significative n'a été prise. Pour les dirigeants nazis, cette réaction tiède était le signe qu'ils pouvaient aller de l'avant sans conséquences extérieures majeures. Sur le plan intérieur, ces lois ont marqué un tournant. Elles ont légalisé l'exclusion et offert à l'État un cadre pour poursuivre son programme racial de manière plus systématique. Il ne s'agissait pas de mesures symboliques, mais du fondement juridique de ce qui allait suivre: dépossession massive, déportation et extermination. Au fil du temps, les lois de Nuremberg n'ont pas seulement affecté les Juifs. Elles ont également servi de modèle pour réglementer la vie d'autres communautés considérées comme indésirables par le régime, notamment les Roms, les Noirs et les personnes handicapées. La logique d'exclusion s'est répandue, toujours sous couvert juridique. Après 1945, les juristes alliés ont utilisé ces réglementations comme preuve essentielle lors des procès de Nuremberg. Elles prouvaient que l'appareil nazi n'avait pas agi dans le chaos, mais au moyen de lois, de décrets et de règlements qui ont transformé la persécution en politique d'État. La barbarie, dans ce cas, avait été perpétrée sous le sceau de la légalité. Le tribunal du peuple, Volksgerichtshof. En 1934, suite à l'incendie du Reichstag et dans un contexte de consolidation du pouvoir nazi, un nouvel organe judiciaire fut créé pour juger les crimes considérés comme une trahison contre l'État. Baptisé Volksgerichtshof ou tribunal du peuple, ce tribunal spécial devint l'un des instruments les plus redoutés du régime. Il ne répondait pas aux critères juridiques habituels et n'était pas soumis aux normes judiciaires du droit allemand traditionnel. Sa mission était politique: punir sévèrement tout comportement perçu comme une menace pour le national-socialisme, même s'il manquait de justice pénale au sens strict. Le processus judiciaire, tel qu'il était connu jusqu'alors, perdit tout poids en son sein. Le tribunal fonctionnait sous la direction de juges fidèles au parti. Le plus célèbre d'entre eux était Roland Freisler, qui présida le tribunal de 1942 à 1945. Son style était strident, autoritaire et théâtral. Il insultait les accusés, les interrompait constamment et les privait de toute défense efficace. Les audiences étaient une farce préétablie. Les condamnations n'étaient pas fondées sur des preuves, mais sur l'appartenance idéologique de l'accusé. La peine la plus courante était la peine de mort, exécutée rapidement après des procès qui ne duraient que quelques minutes. Dans certains cas, les exécutions avaient lieu le jour même du verdict. Le Volksgerichtshof traitait principalement des affaires de dissidence politique, de sabotage, d'espionnage et de trahison. Il poursuivait également les membres de mouvements de résistance, comme ceux impliqués dans la tentative d'assassinat d'Hitler du 20 juillet 1944. Lors de ces procès, les accusés étaient humiliés publiquement avant d'être condamnés. Nombre d'entre eux furent exécutés à la prison de Plötzensee par pendaison ou guillotine.
Il n'existait aucune possibilité d'appel. Le verdict du tribunal populaire était définitif et incontesté. Les familles des condamnés étaient informées par courrier et, dans de nombreux cas, étaient contraintes de prendre en charge les frais du procès et de l'exécution. Le fonctionnement du tribunal s'accompagnait d'une stratégie de propagande. Les procès étaient enregistrés ou transcrits pour servir d'avertissement. Le message était clair: toute critique, aussi minime soit-elle, serait punie de toute la force de l'appareil judiciaire du Troisième Reich. À mesure que la guerre progressait et que les actes de résistance interne se multipliaient, le nombre de procès augmenta. Entre 1934 et 1945, le tribunal populaire condamna plus de 5000 personnes à la peine capitale, sans compter des milliers de peines de prison ou de travaux forcés. La répression judiciaire s'intensifia avec la chute du front de l'Est et l'effondrement du régime. Après la fin de la guerre, les Alliés considérèrent le Volksgerichtshof comme l'une des expressions les plus grossières du totalitarisme nazi. Roland Freisler mourut lors d'un raid aérien en 1945 avant d'être inculpé. Cependant, d'autres juges du tribunal furent arrêtés et jugés pour crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, le tribunal populaire est resté dans les mémoires non pas comme une institution judiciaire, mais comme un mécanisme de persécution déguisé en justice. Au lieu d'appliquer la loi, il l'utilisa comme un instrument de répression. Son héritage n'a laissé aucun précédent juridique, seulement un avertissement historique sur la manière dont la loi peut être déformée et transformée en une arme de terreur d'État. La doctrine de l'ennemi de l'État. Au sein de la pensée juridique du Troisième Reich, une idée a pris forme et a finalement déterminé toute la structure répressive du régime, la figure de l'ennemi de l'État. Cette notion, promue dès les premières années du régime national-socialiste, a complètement redéfini le rôle du droit et la fonction du système pénal. Contrairement aux délinquants traditionnels, qui violaient une norme et recevaient une sanction proportionnelle, l'ennemi de l'État était celui dont la simple existence représentait un risque pour l'ordre politique. Sa persécution ne dépendait pas d'un acte spécifique, mais plutôt de son identité, de son origine, de ses croyances ou de son comportement interprété comme hostile au régime. Le droit cessa d'être un outil d'équilibre pour devenir un instrument d'élimination préventive. Cette doctrine s'appliquait notamment aux Juifs, aux communistes, aux Roms, aux témoins de Jéhovah, aux homosexuels et à toute personne considérée comme irréformable ou dangereuse en raison de son idéologie ou de sa nature. L'ennemi n'avait aucun droit, ne méritait ni procès équitable, ni défense, ni présomption d'innocence. Il était traité comme une menace permanente qu'il fallait contenir ou éliminer. Dans les camps de concentration, cette vision atteignit son extrême. Ceux qui étaient qualifiés d'ennemis de l'État étaient emprisonnés sans procès, soumis aux travaux forcés, à la torture ou à l'extermination pure et simple. La catégorie était suffisamment large pour inclure tout, des opposants politiques aux artistes, écrivains, personnalités religieuses, en passant par toute personne ciblée pour des raisons raciales. Le système juridique nazi s'adapta à cette logique. Les lois furent réformées pour autoriser la détention illimitée, la confiscation des biens, la perte de la citoyenneté et l'exécution sans procès. Dans de nombreux cas, la définition d'un ennemi ne nécessitait même pas de preuves. La suspicion, la dénonciation ou l'affiliation suffisaient. Des juristes comme Carl Schmitt jouèrent un rôle clé dans la construction théorique de cette idée. Ils soutenaient que la souveraineté impliquait le pouvoir de décider qui était ami ou ennemi, et que l'État devait se réserver le droit d'agir contre quiconque remettait en question son existence. Ainsi, le droit pénal nazi devint un droit politique axé sur la défense de l'État plutôt que sur la protection de l'individu. La doctrine ne se limitait pas aux tribunaux. Elle imprégna tous les niveaux de l'administration, la police, la presse, l'éducation et la culture. Elle devint un récit de guerre interne. Il ne s'agissait pas de punir un comportement, mais d'éradiquer des groupes humains considérés comme incompatibles avec le nouvel ordre. À mesure que la guerre progressait, cette logique se durcit. L'ennemi de l'État fut associé à l'ennemi racial, à l'ennemi du peuple, au traître intérieur. Les purges s'intensifièrent. Les catégories se multiplièrent. La répression devint massive et incontrôlée. La légalité, au sens strict, disparut. Après 1945, cette doctrine fut identifiée par les Alliés comme l'un des piliers idéologiques du nazisme.
Lors des procès de Nuremberg, il fut mis en évidence comment cette construction juridique autorisa le meurtre systématique de millions de personnes sous couvert de légalité. Il ne s'agissait pas d'un excès isolé, mais d'une politique d'État soutenue par des lois, des juges et un discours rationalisé. Aujourd'hui, la notion d'ennemi de l'État, selon le modèle nazi, est considérée comme l'une des aberrations les plus dangereuses du droit moderne. Elle illustre comment un système normatif peut être manipulé pour justifier l'anéantissement. Il ne s'agissait pas d'un manquement à la loi, mais plutôt de son utilisation délibérée à des fins totalitaires. Stérilisation forcée. Au cœur de la politique biologique du régime nazi se trouvait un système de contrôle de la reproduction fondé sur l'idée imposée de préserver la pureté génétique du peuple allemand. À cette fin, la loi sur la prévention des maladies héréditaires chez les enfants fut promulguée en juillet 1933. Cette disposition autorisait des médecins désignés par l'État à pratiquer des interventions chirurgicales sur des personnes présentant des diagnostics considérés comme transmissibles. Parmi les affections ciblées figuraient la schizophrénie, l'épilepsie, la surdité congénitale, la cécité héréditaire, les troubles du développement, la consommation persistante d'alcool et les malformations physiques graves. Cette mesure était présentée comme une mesure sanitaire, bien qu'elle s'inscrivît dans un programme de sélection de population soutenu par des organismes officiels et des secteurs influents de la communauté médicale. Les décisions étaient concentrées dans les tribunaux de santé héréditaire, créés pour valider chaque intervention. Ces tribunaux fonctionnaient sans procédure régulière. Un rapport médical ou une plainte suffisait pour engager la procédure. Les audiences étaient brèves et les décisions favorables à la procédure étaient la norme. Les plaintes présentées avaient un effet minime. Au cours des 2 premières années de mise en œuvre, plus de 60 000 interventions furent pratiquées. En 1939, le total dépassait les 300 000. La plupart des personnes concernées étaient issues de milieux marginalisés. Patients institutionnalisés, personnes vivant dans la pauvreté, femmes célibataires considérées comme instables et personnes handicapées. Les méthodes utilisées étaient invasives. Des interventions obstructives étaient pratiquées sur les hommes et des techniques d'excision ou d'ablation d'organes internes étaient utilisées sur les femmes. Nombre de ces pratiques étaient pratiquées dans des conditions précaires, provoquant des infections, des dommages irréversibles ou de graves conséquences. Les mineurs considérés comme inaptes à la reproduction étaient également concernés. Dans certains cas, une pression émotionnelle était exercée sur les membres de la famille pour obtenir un consentement formel. Cependant, la plupart des décisions étaient prises directement, sans possibilité d'opposition effective. La propagande officielle présentait la mesure comme une politique préventive. On prétendait que chaque cas renforçait l'ensemble social. Dans cette logique, la médecine était soumise à des critères idéologiques excluant ceux qui ne correspondaient pas au modèle fonctionnel proposé par le régime. Ce cadre fut maintenu jusqu'à l'effondrement du Troisième Reich. Toutes les procédures furent consignées dans des archives détaillées générées par les tribunaux eux-mêmes. Ce modèle fut promu comme une politique publique organisée, approuvée et mise en œuvre par des professionnels de différents secteurs. Après la guerre, les autorités alliées portèrent ces pratiques devant des instances internationales. Des documents, des témoignages et des archives furent exposés à Nuremberg, démontrant la structure systématique du programme. Certains professionnels directement impliqués furent jugés et condamnés. D'autres reprirent leur carrière sans conséquence. Aujourd'hui, ces événements sont étudiés comme un exemple de la manière dont la science appliquée sous un régime autoritaire peut se transformer en outil de contrôle social. Cette stratégie, conçue, planifiée et mise en œuvre avec le soutien des institutions, révèle comment les connaissances peuvent être détournées à des fins d'exclusion. Le programme Action T4. Fin 1938, une famille de Leipzig confia son fils, gravement malade, aux autorités sanitaires du Reich. L'affaire fut portée devant Hitler, qui approuva une intervention terminale au nom de la compassion médicale. Cette autorisation donna le coup d'envoi d'une opération d'État totalement secrète, l'Action T4. Le nom du programme venait de l'adresse de son siège principal à Berlin, Tiergartenstraße 4. De là, une stratégie fut coordonnée pour éliminer les personnes considérées comme fonctionnellement inaptes. L'objectif déclaré était de réduire le fardeau économique des personnes souffrant de handicap physique, de maladies mentales ou d'affections chroniques.
Début 1939, le gouvernement distribua des formulaires officiels aux hôpitaux, aux centres psychiatriques et aux maisons de retraite. Ces documents demandaient des informations sur les patients souffrant de troubles cognitifs, de maladies héréditaires ou de dépendance prolongée. Les dossiers étaient examinés par des médecins désignés par le régime, qui décidaient du sort de chaque cas sans contact direct ni évaluation en personne. Les personnes sélectionnées étaient transférées dans des établissements spécialement adaptés aux procédures terminales. Parmi les principaux centres figuraient Hadamar, Hartheim, Grafenegg, Sonnenstein, Bernburg et Brandenburg. Ces installations appliquaient des méthodes létales dans des espaces conçus pour ressembler à des douches collectives. Cette approche était un précurseur direct des systèmes employés ultérieurement à l'Est. Après les procédures, les certificats officiels étaient modifiés. Les familles étaient informées d'une cause clinique générale, accompagnée d'une urne contenant les restes et d'une lettre rédigée dans un langage technique et neutre. Chaque étape du processus était conçue pour dissimuler les véritables étapes de l'opération. Entre 1939 et 1941, le programme d'action T4 a conduit à l'élimination forcée de plus de 70 000 personnes. Bien que son annulation officielle ait été annoncée en août 1941, suite à des objections internes, notamment celle de l'évêque Clemens August von Galen, les procédures se sont poursuivies clandestinement grâce à d'autres techniques telles que les doses extrêmes, la suppression alimentaire et l'omission médicale planifiée. Le personnel impliqué dans l'action T4 a ensuite été affecté dans d'autres régions du Reich. Nombre de ses membres ont participé à la construction et à la gestion des installations d'élimination massive. L'opération a servi de test technique et organisationnel pour l'application de ce modèle à des scénarios de plus grande envergure. Les équipes ont reproduit le protocole appris lors de l'opération T4 avec une efficacité accrue à plus grande échelle. À la fin du conflit, les responsables ont été inclus dans les procédures judiciaires organisées par les puissances alliées. Parmi les documents présentés à Nuremberg figuraient des dossiers médicaux, des transferts, des décisions administratives et des techniques de dissimulation appliquées pendant l'opération. Certains ont été condamnés. D'autres, en revanche, ont repris leur activité professionnelle sans conséquences juridiques. L'opération T4 est actuellement à l'étude comme le premier plan d'État entièrement structuré d'élimination basé sur des critères médicaux. Sa mise en œuvre a marqué le passage de politiques d'exclusion sociale à des stratégies de répression physique organisées par le secteur de la santé. Le programme a révélé dans quelle mesure l'appareil clinique du régime pouvait être aligné sur ses objectifs de purification. Expérience médicale dans les camps de concentration. Sous le régime nazi, plusieurs centres de détention furent utilisés comme lieux de tests médicaux sans l'autorisation des personnes sélectionnées. Des milliers de détenus, principalement des Juifs, des Roms et des soldats capturés, furent sélectionnés pour participer à des études menées par des professionnels au service du Reich. Ces tests, approuvés par les autorités centrales, étaient orientés vers des intérêts militaires ou raciaux ou reposaient sur des théories pseudo-scientifiques. À Auschwitz, le docteur Joseph Mengele coordonna des interventions pratiquées sur des jumeaux identiques. Des substances furent appliquées sur les yeux pour modifier la couleur de l'iris, des interventions chirurgicales furent pratiquées sans anesthésie et des analyses comparatives furent réalisées après des procédures extrêmes appliquées à l'un des frères et sœurs. Ces travaux furent justifiés par des recherches génétiques axées sur l'hérédité biologique. À Dachau, des études visaient à mesurer l'endurance physique dans des situations extrêmes. Plusieurs détenus furent exposés à une pression réduite pour simuler la haute altitude ou placés dans des environnements froids pour évaluer les techniques de récupération. Nombre des participants furent incapables de résister aux effets de ces pratiques. Une autre série de tests visait à évaluer l'efficacité de médicaments contre les infections graves. À Buchenwald et à Sachsenhausen, les détenus furent exposés au typhus, à la tuberculose ou à l'hépatite, puis reçurent des formules expérimentales. Une grande partie des individus soumis à ces études ne survécurent pas. Des femmes furent également incluses dans ces essais. À Ravensbrück, plusieurs furent opérés sans anesthésie. Certains reçurent des bactéries par plaies ouvertes, d'autres furent soumis à des fractures provoquées dans le cadre d'essais sur les traumatismes.
Des méthodes de suppression de la reproduction par radiation, composés chimiques ou chirurgies agressives furent également employées. Toutes ces interventions répondaient à des projets liés aux théories de l'amélioration biologique promues par le régime. Les médecins responsables de ces procédures les présentaient comme une science au service de l'État. Selon leur interprétation, les individus sélectionnés ne contribuaient pas au renforcement du corps national et pouvaient donc être utilisés dans des études sans restriction éthique. À la fin de la guerre, ces événements furent documentés lors du procès connu sous le nom de « procès des médecins », qui se tint à Nuremberg. 23 professionnels de la santé furent inculpés pour leur participation à ces actes. 12 d'entre eux furent condamnés aux peines maximales ou à des libérations anticipées ordonnées par le tribunal. En réponse directe à ces événements, le Code de Nuremberg fut créé en 1947. Cet ensemble de principes régit encore aujourd'hui l'éthique de la recherche médicale impliquant des sujets humains. Malgré la collecte de dossiers, d'images et de rapports techniques, plusieurs responsables réussirent à échapper aux poursuites judiciaires et reprirent leurs activités dans d'autres pays. L'impact de ces pratiques demeure une référence pour analyser les limites que la science doit respecter face à des structures autoritaires. Les structures, les emblèmes et les programmes institutionnels promus par le régime nazi ont profondément transformé l'histoire du XXe siècle. Il s'agissait de dispositifs concrets appliqués avec précision pour exclure, dominer et éradiquer. Leur présence demeure dans les archives, les études et les réglementations actuelles, rappelant leurs effets réels. C'est pourquoi nombre de ces créations furent supprimées, dissoutes ou classées légalement. Non pas en raison de ce qu'elles symbolisaient, mais en raison des dommages structurels qu'elles causèrent. Comprendre leur conception permet d'identifier les mécanismes du pouvoir totalitaire. Leur persistance en tant qu'objet d'étude remplit une fonction essentielle, alerter sur les barrières qu'aucune société ne pourra plus jamais franchir.